Nous allons démarrer sur le deuxième sujet, donc quelle TNT pour demain? Alors, on a également, dans une petite première partie de table ronde, un travail commun que nous avons réalisé avec la DGMIC, préciser les problématiques de la table ronde et quelques éléments de contexte. Alors, il y a trois questions qui sous-entendent notre deuxième table ronde. On en a déjà parlé tout à l'heure, donc vous allez être un petit peu familier à cette thématique, c'est celle de l'attractivité de la TNT pour demain. Nous savons que la TNT est un moyen de diffusion en numérique qui s'est très rapidement installé dans le paysage. Vous avez ici une évolution de l'ensemble des moyens de diffusion de la télévision dans le temps, et vous pouvez constater que la TNT a relayé rapidement l'extinction prévue de l'analogique pour atteindre un pourcentage de pénétration qui fait de la TNT le principal moyen de diffusion. Ce qui apparaît également dans l'évolution des moyens de diffusion, c'est la croissance, on en parlait tout à l'heure avec Maxime Lombardini, de l'IPTV et de la DSL, qui a progressé extrêmement vite dans le paysage français. Donc je dirais que d'une certaine manière, ça fait partie des deux caractéristiques importantes du système audiovisuel français en termes de diffusion. La TNT est un succès en France très important. L'IPTV également. En revanche, la distribution du câble et du satellite est plus confidentielle que dans un certain nombre d'autres pays. Donc on voit bien que la question qui concerne la TNT, c'est le maintien de son attractivité. Donc on va parler de la généralisation de la haute définition, on va parler d'une évolution éventuelle vers l'ultra haute définition. Je pense qu'il faut avoir en tête aujourd'hui qu'il n'y a que 11 chaînes disponibles en haute définition dans le paysage et que la haute définition, c'est la qualité globalement, c'est la qualité de l'image, c'est aussi la qualité du son. C'est un ensemble d'éléments de confort pour le téléspectateur. L'attractivité, c'est aussi la capacité de proposer de nouveaux services. Je rappelle pour mémoire que quand la TNT avait été lancée, il y avait eu un certain nombre de choix qui avaient été faits, qui étaient de privilégier le nombre de chaînes, mais qu'en revanche, des services, par exemple, interactifs, n'avaient pas pu éclore en raison des choix technologiques de l'époque. Et puis, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, il y a la question des thématiques de programme, qui est importante. Il y a eu un enrichissement fin 2012, mais on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas des thématiques manquantes dans le paysage. Alors, on va parler des évolutions technologiques, donc je rassure l'auditoire, on ne va pas faire un cours sur la technologie des moyens de compression ou des moyens de diffusion, mais c'est quand même une problématique qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a la question du passage du MPEG 2 au MPEG 4, il y a la question du passage à une nouvelle norme HEVC qui permettra des gains substantiels en matière de débit. Et puis, il y a le passage en termes de diffusion à la DVB-T2 qui également permettra de réaliser des économies de bande passante. En revanche, il y a un corollaire sur la question des évolutions technologiques, c'est celle du rééquipement des foyers, puisque dans les cas que nous citions, eh bien, il faut changer soit sa télévision, soit son adaptateur. Alors, on a une troisième question, comme vous avez pu le comprendre ce matin, c'est une question d'actualité, c'est celle de l'affectation des fréquences entre audiovisuel et services mobiles, dont nous allons abondamment parler dans cette table ronde. Un petit schéma d'explication donc par rapport au spectre de la bande, en l'occurrence. Donc la bande 800 que vous voyez à droite, elle avait déjà été attribuée pour le développement des services mobiles de troisième génération. Et donc toute la question concerne cette bande dite bande des 700 qui aujourd'hui sert à la télévision numérique terrestre et dont il est question, personne je crois ne l'ignore, qu'elle soit affectée à un moment à déterminer. Donc je précise que c'est une question et pas une décision, si j'ai bien lu la presse, qu'elle passe du côté des opérateurs télécoms pour le développement des services de 4e génération. Donc, question aussi très importante et qui est aussi importante que la question de l'affectation en tant que telle, c'est celle du calendrier de déploiement. Chacun sent bien que pour que la TNT évolue, continue à être attractive, il est nécessaire de
continuer à lui donner toutes ses chances d'évolution. Et en même temps, nous connaissons le contexte budgétaire. Il y a aussi les opérateurs télécoms qui veulent développer des nouveaux services. Donc il faut que le calendrier, on en parlera, puisse être harmonieux pour que chacun s'y retrouve. Voilà pour les quelques éléments d'exposé. Donc je souhaitais donner la parole à Emmanuel Gabla, qui est un des sages du CSA, notamment en charge de la télévision numérique terrestre. Donc le CSA, ça je pense que vous l'êtes, je présuppose. Vous avez joué un rôle de maître d'œuvre important dans la TNT par le passé. Vous avez accompagné son développement. Quelles sont pour vous les conditions, au-delà du constat sur la TNT qu'on peut faire aujourd'hui, qui conduiraient au maintien de son attractivité? On ne peut pas s'affranchir effectivement du constat d'abord. Qu'est-ce que c'est la plateforme hertzienne aujourd'hui? Quel est son succès? Alors vous avez montré un graphique où l'on voit le taux de pénétration de la TNT qui augmente. Clairement, c'est un succès. Alors que certains prédisaient un échec pour le lancement de ces nouveaux services, ça a été la multiplication des chaînes, c'est une augmentation de l'offre très importante pour les téléspectateurs. Je ne répondrai pas à une des questions qui a été posée tout à la fin de la dernière table ronde. Je pense qu'elle sera plus évoquée cet après-midi sur les implications en termes de financement de la création. En tout cas, il y a une offre qui s'est développée et qui répond à une attente des Français, qui répond à tel point à une attente des Français que lorsque l'on a décidé en 2011 de lancer un nouvel appel à candidature pour 6 nouvelles chaînes en haute définition, qu'on a décidé en 2012, on les a lancées fin 2012, le 12 décembre 2012, on constate aujourd'hui que les Français les regardent et que les audiences sont des audiences qui sont plutôt bonnes par rapport à ce que certains Cassandre prédisaient. Donc, et même des audiences qui, toutes choses comparées, sont même meilleures en termes de démarrage par rapport à ce qu'avait été la TNT en 2005. Donc les Français attendent des chaînes nouvelles, en tout cas attendaient des chaînes nouvelles jusqu'à présent sur la TNT. Donc l'offre qu'on a aujourd'hui est une offre équilibrée. Nous avons introduit des chaînes thématiques en décembre dernier, et le paysage aujourd'hui est un paysage qui me semble répondre aux attentes des téléspectateurs. Pourquoi une telle importance pour la plateforme hertzienne? Tout d'abord, c'est le seul moyen finalement pour les Français d'accéder à la télévision de manière totalement gratuite. Bien sûr, ils doivent acheter un téléviseur. Il faut toujours acheter un téléviseur, mais à part ça, il n'y a pas d'abonnement, et pour rien, à part peut-être payer un abonnement d'électricité parce qu'il faut brancher le téléviseur sur le courant, mais on n'est pas obligé de payer par exemple un abonnement à son opérateur télécom, ce qui est le cas si vous avez la télévision par ADSL. Donc ça, c'est vraiment une grande différence par rapport aux autres plateformes, et c'est une plateforme qui visiblement est encore plébiscitée, puisque 60% des Français reçoivent encore la télévision par l'antenne râteau. Ou l'équivalent. Donc, quelque chose qui est plébiscité par les Français, et donc notre responsabilité en tant que pouvoir public, participant au pouvoir public, aux décisions publiques, c'est de faire en sorte qu'il y ait un avenir pour cette plateforme. Et l'avenir, ça passe par, finalement, suivre un petit peu les demandes des consommateurs. Là aussi, regardez le succès des chaînes à haute définition. Et je prends cet exemple assez souvent, ça vous est arrivé certainement de regarder une émission que vous aimez beaucoup en haute définition, vous l'adorez, vous la regardez, et puis vous vous dites, il faut que je la voie en télévision de rattrapage. Pas de chance, la télévision de rattrapage, elle est en définition standard. Quand vous comparez les deux images, il n'y a pas photo, et assez rapidement on se dit, mais il faudrait avoir la haute définition là aussi. Donc je pense que le mouvement vers la haute définition est un mouvement inéluctable. Donc, nous avons aujourd'hui 25 chaînes gratuites, plus 7 chaînes payantes. Toutes ces chaînes doivent à terme pouvoir passer en haute définition. Pour pouvoir le faire, il faut avoir une certaine quantité de fréquences, ou en tout cas avoir les outils technologiques, les normes, vous en avez parlé tout à l'heure, qui permettront de passer à cette haute définition. Donc tout le débat, je pense qu'on va avoir ces temps-ci, c'est comment concilier les intérêts des différents secteurs, et je ne conteste pas du tout le fait que du côté télécom, il y a besoin de fréquences. Peut-être une petite réponse à Maxime Lombardini tout à l'heure, qui nous disait tous qu'on avait des smartphones, des ordiphones dans la salle, mais la salle est équipée de Wi-Fi. Donc moi, mon iPhone, je l'ai mis sur Wi-Fi. Donc en l'occurrence, je n'utilisais pas les fréquences de notre cher Maxime. Donc il y a des solutions aussi du côté télécom pour faire en sorte que les fréquences soient utilisées de manière un peu plus efficace. D'ailleurs, l'ARCEP a fait une belle action
en disant que les fréquences de deuxième génération, pour la téléphonie deuxième génération, pouvaient être utilisées aussi pour la 3G ou la 4G. Donc chacun doit faire des efforts dans son secteur. Et c'est pour ça qu'il nous semble important, finalement, de reproduire un peu ce qui avait été l'équilibre du premier dividende. Le premier dividende numérique, lorsque nous avons éteint la télévision analogique, nous avons donc récupéré un certain nombre de fréquences. Une partie est allée aux télécoms, une partie est restée du côté audiovisuel, ce qui a permis le lancement de nombreuses chaînes. On est passé de 7 à 19. Donc, un dividende réparti équitablement. En tout cas, on fait attention que l'ensemble des partenaires puissent avoir une perspective de développement. C'est la même chose pour cette bande 700. Je pense qu'il faut que nous ayons la possibilité de transformer toutes les chaînes en haute définition, éventuellement de lancer de nouveaux services, par exemple les données associées, on en a parlé tout à l'heure. Les chaînes sont très linéaires, on constate qu'il y a besoin d'avoir des programmes complémentaires qui devraient être diffusés au-delà du flux linéaire, ça demande un peu de fréquence. Donc il faudra introduire à un moment ou à un autre les nouvelles normes de compression, ça sera la suite du MPEG 4. Et peut-être à un moment d'ailleurs, avant d'introduire la nouvelle norme de compression, il faudra éteindre la norme actuelle, le MPEG 2. Et puis, il faudra introduire une nouvelle norme de transport, c'est la version 2 du DVB-T2, le DVB-T2. Tout ça permet, à quantité de fréquence constante, de diffuser 2 fois plus de chaînes à chaque fois. Donc si on change la norme de diffusion et la norme de compression, on diffusera 4 fois plus de chaînes dans les mêmes quantités de fréquences. Donc, finalement, je pense qu'il y a une solution à ce problème et qu'on arrivera à satisfaire l'ensemble des demandes. Il faut juste que le calendrier soit adapté. Et donc, c'est là-dessus que les débats vont devoir porter, maintenant, je pense, dans les mois à venir. Merci beaucoup. Françoise Benamou, vous êtes membre de l'ARCEP. Quelle est votre position sur ce sujet, qui est un sujet donc sensible et important pour tous ? Oui, alors peut-être il faut rappeler, parce que tout le monde n'a pas fait un stage en fréquence, c'est que les fréquences basses sont un avantage qui est extrêmement important. Elles sont essentielles par leur qualité de propagation, et la bande 700 fait partie, pour le déploiement des réseaux dans les zones qui sont très peu denses. Et ça, c'est un point très important, parce que c'est un des enjeux auxquels il faut répondre aujourd'hui dans la politique de déploiement des réseaux. Alors sinon, bon, il faut remettre en contexte cette décision gouvernementale, si elle est actée. Au niveau de l'UIT, c'est-à-dire la structure de gouvernance mondiale des fréquences, il y a déjà une volonté donc de libérer cette bande. Au niveau de l'Union européenne, on retrouve une position très allante en faveur d'un deuxième dividende numérique, pardon, c'est l'expression qu'on emploie, qui soit rapide. Et il y a eu un lancement d'études techniques, et au plan national, je le dis très simplement, l'ARCEP a pris acte de la décision gouvernementale. Alors, avec, bien sûr, en arrière-plan, le fait que nous y sommes très sensibles, parce qu'il y a un vrai besoin, et je vais y revenir, des opérateurs en fréquence. Mais peut-être avant, 2 petites remarques qui sont importantes. La première, je vais faire plaisir à Pierre Louette, assis à côté de moi, mais les opérateurs ont payé, il faut le rappeler, 3,6 milliards entre octobre 2011 et janvier 2012 pour les fréquences 800 et 2,6 GHz. Et donc c'est vrai que le calendrier qui sera celui qui sera arrêté par le gouvernement doit prendre cela en compte, c'est-à-dire que les revenus des opérateurs qui sont pas spécialement hauts en ce moment ne permettent pas peut-être immédiatement l'achat de ces fréquences. Donc il y a une question très importante de calendrier. Cette question de calendrier, elle a un deuxième aspect complémentaire, ça c'est l'aspect financier ou économique, c'est l'aspect technologique, technique, c'est-à-dire qu'il y a des brouillages éventuels, il y a la question extrêmement importante du transfert des usages audiovisuels vers d'autres bandes, et en particulier, il faut que les multiplexes qui utilisent la bande 700 disposent du temps nécessaire à la mise en place des solutions pertinentes. Donc voilà, j'ajouterai 2 points
très rapidement. Le premier, sur les besoins des télécoms, ça a été déjà évoqué par Maxime Lombardini, mais je crois qu'il faut y revenir un petit peu. La croissance du trafic mobile, elle résulte de deux paramètres. Elle procède de deux paramètres. À la fois le nombre de terminaux qui explose. Pour beaucoup d'entre nous, nous en avons 2, si ce n'est 3, sans compter les tablettes, etc. Et puis aussi de la consommation de données sur ces terminaux. Bon, je vous ai apporté toute une série de données. Je sais que le temps est précieux, donc je ne vais peut-être pas les donner tout de suite, mais je crois que c'est très important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire que les besoins sont considérables et partout dans le monde, et en particulier chez nous. Donc il faut y répondre, et il faut répondre à ces besoins. Ils sont en particulier des besoins liés à l'augmentation du visionnage de la vidéo et des programmes audiovisuels au sein de ces programmes vidéo sur des téléphones mobiles ou sur des appareils mobiles. Donc voilà, ça je crois que c'est essentiel. Et ma dernière remarque, pour aller très vite, c'est qu'effectivement, je ne vois pas du tout enfin, je souhaite pas à la fois, parce que toute mon histoire n'est pas celle-là, et l'ARCEP ne le souhaite pas, qu'il y ait une opposition comme ça entre audiovisuel et télécom, d'autant plus qu'il faut être tout à fait conscient que sur le temps moyen passé à visionner des programmes de télévision, on voit bien que la réception filaire est en augmentation, et donc que la modernisation des réseaux, leur qualité est absolument essentielle à la télévision. Et il faut savoir aussi, je crois que nous le savons tous ici, que les nouvelles plateformes sont un des lieux, pas le seul bien entendu, de l'innovation, de la créativité, et sont un vecteur de la diversité. Merci pour cette intervention. Donc je crois qu'on a bien, entre ces deux interventions, bien cadré le débat, et notamment la question du calendrier. Martin Adjari, vous êtes directeur général délégué aux ressources de France Télévisions. Donc France Télévisions est évidemment très présent sur la TNT et a joué un rôle moteur dans son développement. Le groupe est en phase de mutation. Comment vous voyez l'évolution de France Télévisions sur la TNT et peut-être plus spécifiquement sur la haute définition ? Oui, merci. Bonjour à tous. Alors, effectivement, les perspectives d'ensemble ont été dressées. Je pense le CSA l'a fait dès le mois de janvier. Du point de vue, en revanche, de l'offre de service public, de son rapport aux spectateurs, aux citoyens, il y a quand même des choses à dire. Premièrement, le service public est particulièrement attaché à ce que sont les valeurs que garantit la plateforme TNT aujourd'hui, en termes, il faut le redire, d'universalité, de gratuité, d'anonymat, ce qui n'est pas du tout anodin, l'anonymat pour un téléspectateur qui se connecte. En l'occurrence, il reçoit, il ne se connecte pas, il est anonyme. La simplicité de branchement, la maîtrise du signal en qualité, en intégrité. Aujourd'hui, le signal, ce n'est pas uniquement des images, c'est aussi une qualité, ce sont des sous-titres, éventuellement de l'audiodescription, tous éléments que la TNT, pour lesquels la TNT et les opérateurs, les diffuseurs sont responsables de la qualité, de l'intégrité de ce qu'ils proposent. Et pour le service public, c'est évidemment un point particulièrement important. Au-delà, évidemment, la TNT, la plateforme joue un rôle absolument structurant dans la régulation sous l'égide du CSA. Encore une fois, attribution gratuite d'une ressource qui est rare, gratuite en échange de contrepartie ou d'obligations pour le service public dans son cahier des charges. Ce jeu d'obligations, de prérogatives, de droits, en termes de numérotation, de muscari, c'est un ensemble qui structure aujourd'hui l'ensemble de l'offre de télévision. Et il faut vraiment avoir à l'esprit si on prend une décision qui remet en cause ce modèle. Deuxième point à rappeler, tout de même avoir à l'esprit, investissement considérable consenti par tout le monde, les télévisions, les citoyens, les pouvoirs publics, les collectivités locales parfois, pour mettre en place, convaincre la population, contribuer au succès qu'Emmanuel Gabla a rappelé tout à l'heure. C'est un investissement récent, donc il faut aussi avoir à l'esprit qu'on ne peut pas trop, donner le sentiment non pas de godiller, mais de changer de cap trop rapidement. De ce point de vue, et plus directement sur le service public, puisque nous sommes, le fondement du paiement d'une redevance. En tout cas, les foyers, je pense, pour beaucoup d'entre eux, ont le sentiment qu'ils payent une redevance qui leur donne un accès à la télévision, d'ailleurs sans forcément distinguer le fait que la télévision soit gratuite ou payante. Quelque part, mettre en danger une plateforme qui assure cette gratuité, c'est éventuellement suggérer qu'il faudrait payer une seconde fois, avec un droit d'accès payant. Et finalement, l'existence de cette gratuité, elle est aussi une garantie de la modération
du prix que peuvent demander des opérateurs privés. Voilà. Donc toutes ces raisons font que France Télévisions, dans son rôle de service public, est attaché au rôle de la plateforme TNT, à son rôle, à ses qualités. En revanche, nous considérons que son déploiement n'est pas complet, en tout cas qu'on a pu privilégier un développement quantitatif de l'offre pour un résultat, en tout cas qu'à France Télévisions, on ne considère pas aussi certain en termes aussi bien d'impact économique sur le secteur qu'en termes de diversité de l'offre, et que, en tout cas, ça s'est fait historiquement, enfin, ces dernières années, au détriment d'un saut qualitatif ou technologique, notamment dans l'offre du service public, qui aujourd'hui n'a qu'une seule de ces 5 chaînes en HD. Nous n'avons eu aucune des fréquences attribuées en 2012. Je ne refais pas l'histoire, ce n'est pas le sujet ni d'attribuer des responsabilités. Simplement, on n'a eu aucune fréquence, y compris pour améliorer une offre existante financée par le contribuable. Au contraire, d'ailleurs, nous avons dû contribuer au coût de réaménagement de l'ensemble pour permettre à nos concurrents de se renforcer et d'affaiblir nos positions commerciales. Donc l'un dans l'autre, ça n'a pas été une opération extrêmement rentable, alors même que l'offre du service public, par son contenu, sa diversité, le qualifie plus particulièrement pour être en HD, notamment dans un contexte où la taille des écrans rend l'exigence des téléspectateurs de plus en plus évidente. France Télévisions, c'est 60% des investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale. Ce sera rappelé, je pense, tout à l'heure. C'est aussi 75% de l'offre de sport. Or, les œuvres audiovisuelles patrimoniales, le sport, sont des genres qui, beaucoup plus que d'autres, requièrent une qualité irréprochable. C'est particulièrement le cas pour France 3, dont la contribution à ces genres est essentielle. 840 heures de documentaires par an, 120 en prime, 1100 heures de fiction. Vrai aussi pour France 5, 4200, pardon, en première partie de soirée, Emmanuel Gabla me le fait rappeler à juste titre. Vrai aussi pour France 5 avec 4200 heures de documentaires. Plus généralement, l'ensemble de l'offre du service public, elle doit veiller à sa diversité, à sa qualité. Voilà. Donc, pour faire bref, ce que nous souhaitons, nous, dans ce contexte économique particulièrement difficile, c'est de pouvoir aller vers une généralisation rapide du MPEG 4 qui va permettre de dégager des ressources, baisser le coût de diffusion et dégager une ressource qui doit être réinvestie dans la qualité HD, dans la qualité de services interactifs et en mobilité, qui, pour France Télévisions, d'ailleurs, sont en profond développement depuis quelques années. Le débat sur l'attribution des fréquences, dans l'absolu, il est évidemment légitime. C'est un élément du domaine public dont l'État, je dirais, à la disposition, qu'il le valorise, est tout à fait normal. À terme, à très long terme, on peut même envisager un effacement de la plateforme TNT, pourquoi pas, mais il faut le faire en procédant par ordre. En mobilisant le potentiel des différents standards de compression, de codage, de définition, en imaginant, le cas échéant, vers le long terme, d'autres modes de régulation, en évitant vraiment d'imposer aux opérateurs, aux téléspectateurs, des désagréments trop lourds dans les changements et les réaménagements de fréquences. Il y a une coordination compliquée au niveau européen à assurer, ça prend forcément du temps. Il y a des impacts locaux en termes de planification locale extrêmement importants qu'il faut aussi prendre en compte. Donc, dans cette je dirais, réflexion qui doit s'ouvrir, même si les décisions, les orientations de principe semblent prises dans leur mise en œuvre dans le temps, il est vraiment extrêmement important que tous ces impacts soient bien pris en considération. Très bien. Donc vous êtes demandeur pour que les chaînes du groupe qui ne sont pas aujourd'hui en haute définition soient demain en haute définition. Oui, je pense que toute la collectivité qui finance ces chaînes ne peut que le souhaiter. Et aujourd'hui, la HD à travers la DSL, c'est pas toujours de la HD. Voilà. Pierre Alouette, vous êtes secrétaire général d'Orange, donc opérateur de l'univers des télécoms, de l'Internet, mais aussi de l'audiovisuel, via des éditions de chaînes cinéma et de soutien à la production cinématographique. Quelles sont vos réflexions? Quelle est éventuellement votre position? Est-ce que vous êtes demandeur? Est-ce que vous êtes preneur? Et quelle est votre vision du calendrier? Je veux bien un micro quand même. Merci beaucoup de nous proposer de nous exprimer dans ce contexte-là.
Alors, quelles sont les réflexions? C'est un peu général. Sur l'IP, sur la TNT, nous, on a une vision qui est assez constructive des choses. On l'accompagne. On est un distributeur majeur de télévision. De toute façon, on est probablement ceux qui recrutent le plus de clients pour Canal+ aujourd'hui, en recrutement. En parc, c'est pas tout à fait le cas. Mais donc, on a une action de distribution. On a une petite présence aussi dans la production et dans la diffusion qui sont intéressantes à rappeler. On est surtout diffuseur à travers ce qu'on transporte, les signaux qu'on transporte dans l'IPTV. Et l'IPTV est bien devenu le second mode de diffusion avec ses limites aussi, qui sont parfois physiques. Et Emmanuel le sait bien. Plus on s'éloigne du répartiteur, plus ça va être difficile de distribuer. Donc on ne peut pas absolument toujours avoir une desserte totale de tous les publics. Et on sait que la télévision par ADSL a des limites propres. Alors, il a été question, et j'ai entendu Maxime Lombardi tout à l'heure donner la position de Free sur la question du 700, en fait, et de l'attribution. Je me faisais une réflexion assez idiote, il faut dire, mais j'ai quand même envie de partager avec vous, parce que notamment, il fait très chaud là-bas, et on a peut-être envie d'avoir un peu d'air aussi, mais je me disais qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de rapprochement ou de fusion des institutions. Et là, on se demande qui va garder les fréquences déjà. Donc, alors qu'il n'y a pas eu de mariage en réalité. Donc il y a bizarrement un retournement de l'histoire qui est assez inattendu. Comme Françoise l'a dit, et je crois Maxime peut-être, mais je n'ai pas tout entendu, tout est question de calendrier. Un opérateur de télécom comme Orange, qui a un très grand nombre de clients, malgré l'irruption d'un nouvel acteur, on a gardé le même nombre de clients, simplement on a perdu un peu de valeur par client, c'est d'ailleurs tout l'enjeu du secteur aujourd'hui. Il a besoin de fréquences. Les fréquences, c'est un peu le bread and butter des opérateurs de télécom. Donc quand on nous en parle, alors même qu'on n'a rien demandé, il faut être clair aussi, on dit, on ne va pas dire non a priori à ce qui est une espèce de second dividende de fréquences en or, les meilleures, les plus diffusantes, les plus pénétrantes, les plus inondantes en fait. Donc elles sont vraiment très très bonnes. Donc on ne peut pas dire non a priori. Ce qu'on voudrait, c'est un peu la position qu'on exprime, donc on est bien sûr preneur et on en aura usage. Là aussi, ça a été déjà amplement décrit. Simplement l'an dernier, 67% d'augmentation de la data mobile. 67% d'augmentation de data mobile. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Donc il y a une augmentation de la consommation, des usages, qui est évidemment très supérieure à l'augmentation ou à la diminution plutôt des usages de télévision en général. Donc là, la data mobile, c'est quelque chose qui est un moteur pour notre industrie. Et pour la transporter dans des bonnes conditions, parce qu'on n'a pas toujours du Wi-Fi, notamment en plein air ou dans les zones les plus reculées du territoire. On a besoin de ces fréquences et de ces fréquences qui vont loin. Donc, a priori, on est d'accord. Ce qu'on voudrait, simplement, et ce qu'on a exprimé d'ailleurs, c'est qu'il y ait une forme de programmation ou de prévisibilité dans la façon dont les blocs de fréquences sont mis sur le marché. Et que donc, on ne nous dise pas régulièrement, voilà, occasion en or à saisir, il n'y en aura plus après pendant des années. Et puis que tout d'un coup, alors évidemment, on se rue dessus avec enthousiasme et les uns et les autres montent dans les enchères et payent très cher des fréquences d'ailleurs très très importantes. Et puis que quelques mois après, finalement, on dise, en fait, vous allez rire, il y en a d'autres qu'on va maintenant mettre sur le marché. Vous n'aviez pas tout à fait prévu, peut-être, dans votre plan de trésorerie. Vous aviez peut-être même un peu commencé à dire à différents intervenants extérieurs que ça n'allait pas revenir, quoi, dépenser 3,2 milliards, 3,5 milliards en quelques années, ça allait s'arrêter un moment. Puis en fait, ça revient. Bon. Voilà, donc c'est ce côté un peu imprévisible, même si on comprend ce qui peut l'inspirer, c'est-à-dire nécessité fait loi. Et en l'espèce, il y a un autre acteur qui intervient qui mérite notre respect le plus total et sans aucune ironie, qui est la défense. Mais bon, donc il y a d'autres besoins qu'il faut satisfaire. Et donc on nous dit, voilà, on va en remettre sur le marché. Alors, ça va être une question de calendrier. Et je pense que la motivation d'autres acteurs, Orange est motivée. On a entendu Free motivé. Je ne sais pas si du côté de SFR et de Bouygues, il y a une espèce de même appétit aujourd'hui, mais ça va dépendre de la date à laquelle sera mis sur le marché et des conditions dans lesquelles on pourra accéder à ces fréquences-là. Merci. On va revenir côté diffuseur. Christophe Cornier, vous êtes directeur technique du groupe Énergie, donc au même titre que Next Radio, quand la TNT a été lancée, vous étiez qualifié de nouvel entrant sur ce marché. On imagine que vous avez une vision sur cette question, d'autant que vous avez des chaînes en haute définition, mais qui ne sont pas encore distribuées partout en France, compte tenu de la montée en charge progressive de ces chaînes. Bonjour à tous. Je rappelle que le groupe Énergie, effectivement, a été l'un des moteurs pour le lancement de la TNT, dès le début des années 2000 jusqu'au lancement effectif en 2005.
Donc au jour d'aujourd'hui, nous proposons 2 chaînes nationales sur l'ensemble du territoire, dont l'une est déjà en haute définition, chez 25. La seconde, Énergie 12, première lancée, reste à date bloquée en simple définition pour des raisons historiques, puisque lors du lancement de la TNT, la haute définition n'était pas le sujet. Et nous avons une 3e chaîne également présente en TNT locale sur l'Île-de-France. Donc effectivement, la TNT, on l'a voulu. Nous sommes ravis qu'elle marche bien. La TNT, c'est quelque chose qui vit, hein, qui doit pouvoir continuer à vivre. Vivre, c'est pouvoir évoluer. Qui n'évolue pas finit par mourir. A fortiori, si les concurrents qu'on vous oppose, eux, ont le droit d'évoluer. Donc je voudrais rappeler comme quelque chose, une notion qui est rarement mise en avant, c'est qu'on oppose, on va dire, ce qu'on appelle le numérique, j'ai jamais compris ce que c'était, et puis la TNT est autre chose. Non, la TNT est un média numérique. La TNT est même le meilleur réseau haut débit qu'on ait en France. La TNT, c'est tous les jours 200 mégabits donnés avec une excellente qualité de service, c'est-à-dire que contrairement au réseau distribué, la TNT, c'est du service garanti. La TNT, ou vous l'avez pas. Mais que vous l'avez, vous avez tout, et tout très bien. Ça, aucun autre réseau ne sait le donner à date. Et je ne pense pas avant longtemps. Donc ne pas l'oublier, la TNT, ça a été sous-entendu tout à l'heure, donne une qualité de service, et puisqu'on fait de la télévision, notamment une qualité d'image, qui est très rarement égalée sur les autres réseaux. Il ne faut pas l'oublier, c'est la qualité, c'est l'image de référence. C'est l'image de référence. Donc la TNT, c'est quelque chose qui vit, qui doit pouvoir continuer à évoluer. Alors on a entendu les besoins exprimés par les uns et par les autres, notamment sur le spectre. Donc j'y reviens. Puisque ce débat existe, je dirais qu'il existe presque malgré nous. Je dirais qu'il existe presque malgré nos amis opérateurs et malgré nous-mêmes éditeurs. C'est un débat qui nous est presque imposé. On ne sait pas très bien par qui, on se doute. Mais puisque débat il y a, il faut que ce débat se passe et puisque c'est un débat qui impacte, pour le coup, largement notre activité audiovisuelle, vraiment dans ce cas-là de plus sensible, si je puis dire, et sur le long terme, ce débat, il doit y avoir un débat entre l'ensemble des acteurs afin qu'on se concerte, de manière à ce qu'on se mette d'accord sur des objectifs, qu'on se mette d'accord sur des modalités et qu'on se mette d'accord sur un calendrier. Pour l'instant, il y a des chiffres, des dates, tout circule, mais enfin, personne n'a eu le droit de débattre de quoi que ce soit. Beaucoup plus de bruit que de réflexion, de mon point de vue. Donc il serait temps qu'il y ait ce que j'appellerais une large concertation sur le fond, et qu'on prenne le temps de la réflexion. La TNT marche bien, la TNT évolue. La TNT, ça a été dit à plusieurs reprises ce matin, est quelque chose qui satisfait les Français. Donc je voudrais aussi qu'on remette le téléspectateur au cœur du débat. On a parlé des besoins des acteurs, dont acte, mais ne pas oublier aussi les besoins, les aspirations et les moyens des téléspectateurs. Parce qu'en aval, ils sont quand même la clé de tout changement éventuel. Si le téléspectateur ne suit pas le projet qu'on a mis sur la table, il ne se passera rien. Alors dit autrement, au jour d'aujourd'hui, la TNT propose 2 niveaux de qualité, SD et HD, pour faire simple. Ça a été dit, mais je le confirme pour mon groupe, l'ensemble des chaînes du groupe Énergie demande à passer le plus rapidement possible en haute définition sur la TNT. Ça, c'est un projet qu'on va qualifier de moyen terme. Et ensuite, on verra pour le plus long terme s'il faut ou pas, puisque le débat existe, s'il faut migrer ou pas vers l'Ultra HD et voir aussi comment. Mais là, on est dans le très long terme. Mais dès à présent, ce qui a été mis peu en avant avec cette histoire du spectre, c'est que ce n'est pas quelque chose, si je puis dire, de métaphysique qui impactera dans 5 ans, dans 10 ans. Non. Ce débat, dès lors qu'il a été rendu public, à minima par voie de presse, a des conséquences immédiates, à court terme. À court terme, le simple fait que cette question ait été posée impacte déjà, à l'instant où l'on parle, la réflexion de déploiement sur les multiplexes R7 et R8. Dit autrement, il est probable, il est possible, que certains téléspectateurs qui reçoivent aujourd'hui les 6 premiers multiplexes ne reçoivent pas R7 et R8 à terme. Du simple fait de cette question sur le spectre. La réflexion est entamée côté acteur. Simplement parce que nous sommes des acteurs économiques, nous investissons sur 5 ans ou sur 10 ans. Donc dès lors que nous avons une incertitude calendaire ou juridique à ces échéances, nous prenons des précautions. C'est bien normal. Donc attention, le spectre a des conséquences court terme. Conséquences donc sur R7 et sur R8 pour les 6 nouvelles chaînes HD actuellement en cours de déploiement. Ce sont les réflexions des acteurs économiques, parce que je vois Emmanuel qui s'inquiète. Mais voilà. Donc, j'entends bien, je dis qu'il y a question, je n'ai pas dit qu'il y avait décision, c'est pas la même chose. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des impacts immédiats en termes de réflexion, court terme. Impact moyen terme de cette histoire du spectre. À moyen terme, si cette bande de fréquences était allouée à des tiers, c'est le déploiement de toutes les chaînes actuellement en SD qui ne pourraient pas passer en HD. Ça, c'est la conséquence que j'appelle moyen terme. Or, on est tous d'accord pour dire, les acteurs l'ont dit ici, toutes les chaînes veulent passer en haute définition, et c'est bel et bien aussi
une demande légitime des téléspectateurs à qui on a demandé de s'équiper avec un écran adapté il y a très peu de temps. Le téléspectateur attend légitimement que les chaînes qu'il reçoit soient en haute définition, puisque lui-même a fait l'effort d'investir pour avoir l'écran compatible. Et quelque part, c'était la promesse de vente, si je puis dire, quand on leur a dit « équipez-vous avec un nouveau récepteur ou un nouvel écran ». Il faut tenir cette promesse. C'est l'attente légitime, moyen terme. Et à plus long terme, parce qu'une fois qu'on aura migré toute la télévision numérique terrestre en haute définition, certains croient, on s'arrête là. Stop, ça ne bouge plus. On a fait le travail. Ad vitam aeternam, la télévision n'évolue plus. C'est comme ça que certains se disent « ah il y a un petit dividende, on va essayer de le prendre ». Il n'y a pas de dividende à date. Il n'est pas certain qu'il y en ait. Il faudrait que ce soit démontré, au-delà des affirmations des uns et des autres. La télévision numérique terrestre, puisque tout le monde a dit que c'était quelque chose d'essentiel et du structurant pour l'audiovisuel français, a fortiori, dans le cas de la défense, de notre exception culturelle, je rappelle que la TNT est un secteur qui n'est pas ouvert au reste du monde, mécaniquement parlant, si je puis dire. Sur la TNT française, vous avez des acteurs français, régulés par notre régulateur français. Ce qui n'est pas forcément le cas des réseaux distribués qui, naturellement, et ce n'est pas un reproche, sont ouverts sur le reste du monde. La TNT est une espèce de précaré, et de mon point de vue, c'est le meilleur outil, s'il en fallait qu'un, pour défendre in fine notre exception culturelle. On est entre nous. Alors c'est bien, c'est mal, on peut en débattre, mais on est de fait entre nous. C'est un plus, ne pas l'oublier par les temps qui courent. Voilà. Donc, et j'en termine, la TNT vie évolue, elle doit pouvoir continuer à évoluer, et l'amputer, parce qu'il n'y a pas de dividende, l'amputer de 30% de ses fréquences sans débat préalable, c'est le cas à date, donc j'espère que le débat va s'ouvrir, je pense que tout le monde en est conscient, serait préjudiciable. Voilà. Merci. Arnaud Ducossi, vous êtes responsable de la réglementation et des affaires publiques de TDF. Alors vous avez entendu que ce matin on a parlé de régulation et pas de réglementation, donc je ne sais pas si votre titre ne va pas devoir bouger. Vous êtes un opérateur important de la télévision en France, du point de vue technique. Évidemment, TDF a beaucoup participé à la mise en place de la TNT. Quel est votre point de vue sur cette question ? Mesdames, Messieurs, d'abord TDF remercie le ministère d'avoir organisé ces assises à un moment majeur pour l'audiovisuel. Cette table ronde nous donne l'occasion de développer notre vision de la TNT dont nous sommes indissociables. 5 minutes, c'est prévu. Alors, nous sommes convaincus que notre vision s'inscrit dans l'intérêt général et s'articule autour de 3 points. Le premier, ce sont les atouts très forts de la TNT. Le deuxième, c'est qu'elle repose sur une économie régulée et très solide. Et le troisième, c'est qu'il faut bien penser son évolution technologique et le calendrier associé. Alors, bien que cela ait été déjà indiqué, notamment par la ministre, permettez-moi de revenir sur 4 atouts incomparables de la TNT. Le premier, c'est bien sûr la gratuité pour le téléspectateur. C'est le seul mode d'accès gratuit, et d'autant plus que depuis les évolutions fiscales concernant la TVA, les opérateurs ont tendance à facturer de plus en plus séparément l'accès à la télévision. Chez TDF, nous croyons au modèle gratuit parce qu'il donne un accès direct aux téléspectateurs. Le deuxième aspect, c'est que la TNT respecte la vie privée. Au moment où la question de l'utilisation des données personnelles et du traçage sur Internet se pose chaque jour avec davantage d'acuité, notamment au plan européen, avec une directive en préparation, l'anonymat de la télévision hertzienne est incontestablement un atout précieux par rapport notamment à la télévision, accessible par les box des opérateurs. La TNT, c'est donc le respect de la vie privée, c'est garanti. Peu de gens le savent, mais Christophe Cornier vient de le dire, la TNT est aussi une infrastructure numérique à très haut débit. Elle a naturellement toute sa place dans le programme très haut débit des pouvoirs publics est en cours d'élaboration. Et enfin, sa couverture est inégalée. La loi oblige d'ailleurs les chaînes hertziennes diffusées en clair à être diffusées gratuitement auprès de 100% de la population du territoire métropolitain. 100% de couverture pour les chaînes hertziennes, cela démontre combien la TNT sert de socle à l'intérêt général en matière audiovisuelle. C'est donc un grand succès qui est plébiscité par les téléspectateurs et qui repose sur une économie importante, organisée et régulée par l'État. Et j'en viens donc à mon deuxième point. Alors, quelques chiffres qui n'ont pas forcément tous été cités. D'abord, il y a 3 milliards d'euros du marché publicitaire qui bénéficient avant tout, pratiquement intégralement, aux chaînes qui sont présentes sur la TNT. Ensuite, il y a 1 milliard d'euros, un peu plus d'1 milliard d'euros d'ailleurs, c'est le montant des obligations de financement de production audiovisuelle et cinématographique qui sont imposées aux chaînes. Et puis derrière, il y a le marché de la diffusion, 250 millions d'euros, c'est le marché de la diffusion hertzienne dont TDF est évidemment un acteur important.
Et aussi, sans pouvoir le quantifier, il ne faut pas oublier de prendre en compte le fait que la TNT est un vecteur majeur de l'exposition des œuvres d'expression française et européenne. Il s'agit donc d'une économie importante qui provient d'une régulation bien pensée et menée au service de la création culturelle et française et des acteurs audiovisuels. L'État en est l'acteur central parce qu'il fournit gratuitement les fréquences et se place ainsi en position de fixer des obligations. Je note d'ailleurs que s'agissant des autres plateformes, les pouvoirs publics peinent à trouver des modes de régulation adaptés. Affaiblir la TNT reviendrait donc pour les chaînes, pour la création audiovisuelle et pour les pouvoirs publics à lâcher la proie pour l'ombre. Mais il faut maintenant envisager les évolutions à venir. Donc le débat d'aujourd'hui, c'est comment garder une TNT aussi performante à long terme, au service de l'intérêt général, avec probablement moins de fréquences. Chez TDF, nous voyons 2 conditions nécessaires à cela. Bénéficier des progrès des nouvelles normes et établir un calendrier réaliste. Si la bande des 700 était réaffectée aux communications mobiles, la TNT disposerait, comme cela a été dit, de 30% de spectre en moins. Comme les besoins en haute définition et ultra haute définition augmentent, il faut donc faire plus avec moins. Cela n'est possible que si la perte de spectre est compensée par des progrès technologiques. Je veux parler des dernières normes, le DVB-T2 pour la diffusion qui existe déjà dans plusieurs pays d'Europe, Royaume-Uni, Suède, Finlande et d'autres, et le HEVC pour la compression. Je ne suis d'ailleurs pas seul de cet avis, c'est aussi la position défendue dans le dernier numéro des cahiers de l'ARCEP par François Arancy, autorité mondialement reconnue dans le domaine des fréquences. François Arancy estime nécessaire le passage aux normes DVB-T2 et HEVC pour libérer, dans de bonnes conditions, le moment venu, un deuxième dividende numérique. Alors, dans quel calendrier ? La décision ne peut être prise au seul niveau de la France. Elle doit prendre en compte les niveaux international et européen. Le calendrier dépend en réalité de 4 facteurs que j'identifie à ce stade. D'abord, le temps nécessaire pour adapter de façon ordonnée les équipements des téléspectateurs et des réseaux de diffusion à ces nouvelles normes pour être en mesure de libérer la bande sans nuire à la TNT et en introduisant des services. Deuxième point, il faut finaliser les travaux techniques en amont pour que le mobile puisse fonctionner sans interférence avec la TNT dans la bande des 700. Il faut définir, troisième point, un nouveau plan de fréquence pour la TNT sur la base d'accords aux frontières renégociés. La France a beaucoup de frontières visant à repositionner la TNT en dessous de 700 MHz. Le groupe sur le spectre européen évalue à au moins 3 ans cette étape. Et enfin, une fois le schéma arrêté, il faut intervenir sur les installations de chaque site de diffusion, c'est-à-dire plus de 1600 sites pour TDF, à l'instar de ce que nous avons fait pour le passage au tout numérique. Cette étape devrait se faire région par région et prendrait environ 2 ans. Au total, nous estimons que la date envisagée de 2016 ou 2017 semble illusoire et le plus probable est que le processus européen aboutisse en 2019 ou 2020. Je note d'ailleurs que même les pays les plus en pointe sur le mobile, tels que la Suède, n'envisagent pas de bascule avant 2020. Vous l'aurez compris, pour TDF, disposer d'une TNT puissante relève de l'intérêt général. Parce qu'on y est attaché, il faut éviter toute précipitation et organiser la transition à venir dans les meilleures conditions. Merci. Alors, on aura peut-être l'occasion de revenir sur le calendrier idéal. Auparavant, je voudrais donner la parole à Karine Buette, qui est secrétaire générale d'M6. Et donc, je voulais savoir si vous étiez sur la même ligne que vos collègues diffuseurs qui se sont exprimés auparavant, qui ont donc revendiqué fortement l'évolution vers la haute définition. Comment vous voyez en fait la question du point de vue d'M6, qui est bien sûr très présent sur la TNT avec plusieurs chaînes ? Oui, je vais avoir peut-être une position un peu différente de certains de mes camarades, mais en tout cas, nous, on a une position certes un peu plus mesurée sur l'utilisation des fréquences, parce que moi, quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on est un petit peu au pays de oui, tout va bien, il faut qu'il y ait énormément de chaînes HD gratuites, bien sûr financées soit par la redevance, soit par la publicité. Moi, j'ai rien dit. Et c'est extraordinaire. Et donc, oui, bien sûr, c'est un vœu pieux, mais je voudrais quand même rappeler un certain nombre de choses. Nous, pourquoi est-ce qu'on est un peu plus mesuré sur le sujet ? Parce que dans le passé, on a M6 avec TF1 avait été accusé à l'époque de vouloir planter le démarrage de la TNT. Pourquoi ? Parce qu'on était favorable à la mise en place d'une norme de compression qui était la norme MPEG 4 pour le lancement de la TNT versus la norme MPEG 2 qui a été choisie. Et certains ici présents ne me contradiront pas. Je pense que ce choix aurait été préférable parce que ça aurait évité de continuer de vendre jusqu'à encore décembre dernier des téléviseurs avec une norme MPEG 2
à pas mal de ménages français qui continuaient d'en acheter, puisque la loi l'a banni définitivement, si j'ose dire, seulement depuis décembre dernier, en tout cas en dessous d'une certaine taille de téléviseur. Ça aurait permis aux chaînes de pouvoir, celles qui ont en tout cas une double diffusion SD-HD, mais aussi les autres d'ailleurs, de faire un certain nombre d'économies, parce que là on parle de technique, on parle de technologie de diffusion, mais on ne parle pas tellement du téléspectateur et des programmes qu'il reçoit. Or, il faut bien voir quand même que tout l'argent qu'on met dans ces coûts de diffusion, c'est autant d'argent qu'on ne met pas dans les programmes, et nous ne sommes pas financés par la redevance comme le service public, nous sommes financés par la publicité, par l'audience. Et donc, nous avons besoin de financement pour pouvoir faire des programmes. Alors, je vous donne juste un chiffre pour M6, et je crois que c'est la même chose pour TF1 et aussi pour France 2. Aujourd'hui, à ce jour, si nous avions démarré avec une bonne norme tout de suite de compression, nous aurions économisé environ 50 millions d'euros. Donc vous faites le calcul, je crois que pour Arte c'est encore plus. Au total, c'est 200 millions d'euros qui ont été dans des coûts de diffusion, des doubles coûts de diffusion, MPEG 2, MPEG 4, plutôt que dans les programmes. Donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se pose la question pour la suite de ce qu'on veut faire. Nous, on n'est pas fondamentalement opposés au fait de donner des fréquences aux télécoms. Tout dépend des conditions dans lesquelles ça se fait. Tout dépend de la date à laquelle ça se fait et tout dépend des conditions et des contreparties que le secteur audiovisuel aura. Donc, alors juste rapidement, quand même, quelques éléments. Quand on parle de chaîne HD, lorsqu'on se situe en 2022, puisque je crois que c'était un peu l'arbitrage, enfin, il y avait deux dates, une date plus proche, 2017-2016, et puis une date un peu plus éloignée quand on parle d'arbitrage sur la date du dividende. Quand on se situe en 2022, on s'aperçoit, alors modulo évidemment des changements technologiques, qu'on pourra passer l'intégralité des chaînes existantes en HD et probablement quelques chaînes en Ultra HD aussi. Quand on se situe en 2017, en prenant donc la fameuse norme MPEG 4, qui d'ici là sera enfin définitivement adoptée, on l'espère, on peut passer une quinzaine de chaînes en HD, soit 8 chaînes à peu près HD de plus qu'aujourd'hui. Donc la situation n'est pas catastrophique. Alors d'ailleurs, il y a un sujet qui est totalement tabou, qui est est-ce que vraiment toutes les chaînes actuelles ont vocation à passer en HD? J'ai l'impression qu'on a déjà répondu oui, en tout cas les acteurs ici présents. Moi je ne dis pas qu'on est opposé à ça, mais en tout cas la question peut se poser. Je rappelle quand même qu'une diffusion en HD, c'est un surcoût très important pour les chaînes. On parle de Ultra HD à horizon lointain. Il faut savoir que l'Ultra HD, pour le coup, on est sur des coûts de plus de 15 millions d'euros de diffusion, c'est-à-dire plus de 15 à 18, on ne sait pas exactement, selon qu'on en passe 2 ou 3 par multiplex. Donc c'est quand même des coûts qui sont extrêmement lourds à supporter. Et je dirais, pour le téléspectateur, certes, il a une qualité de diffusion meilleure, mais en termes de programme et en termes d'audience, pour nous, on n'en attend pas un surcroît de recettes. Donc, par définition, là encore, c'est de l'argent qui vient impacter les programmes. Donc je ne voudrais pas qu'on refasse la même erreur que celle qu'on a pu faire dans le passé. Bon, je passe aussi sur le fait qu'on a lancé, il n'y a pas encore longtemps, il y a récemment encore de nouvelles chaînes en HD, alors que la question du spectre se posait déjà, puisque la conférence sur les fréquences avait déjà eu lieu, ou en tout cas avait lieu concomitamment à l'appel à candidature. Bon, je crois qu'il y a une responsabilité collective de ce sujet, je dirais, pour ne pas être désagréable, y compris peut-être de certains acteurs audiovisuels. Mais enfin, en tout cas, est-ce que c'était pertinent de le faire au moment où ça a été fait? Je ne pense pas. Voilà. Donc, en tout cas, la question de la HD, elle ne se pose pas depuis 6 mois, elle se pose depuis 8 ans. Donc, juste pour finir, je voudrais dire quand même que si le dividende numérique a lieu, il doit se faire à des conditions qui, évidemment, sont favorables pour nous, pour le secteur. Je dirais de façon un peu iconoclaste, je pense qu'il faut qu'on ait un retour financier important pour la filière audiovisuelle qui en a besoin, qui est dans une difficulté économique très très forte et sans précédent. Donc par exemple, je pense qu'on pourrait tout à fait envisager soit l'équivalent d'une affectation d'une quote-part qui serait actualisée au financement de l'audiovisuel le temps des licences, si j'ose dire. Ça me paraît pas tout à fait inenvisageable, ça me paraît même souhaitable, et qui viendrait compenser l'allègement ou la suppression d'une ou de plusieurs taxes qui sont payées aujourd'hui par les chaînes. On peut imaginer ça, on peut imaginer d'autres formes de recettes, mais en tout cas qu'il y ait un retour financier pour le secteur, c'est très important, et bien évidemment, comme le disait Anne Durupti à la table ronde précédente, que le financement, tous les coûts engendrés par ces réaménagements de fréquences notamment, soient supportés par les bénéficiaires. Voilà. Merci beaucoup. La table ronde ne serait pas complète si on n'avait pas un point de vue constructeur. Arnaud
Arnaud Brunet, vous êtes directeur des relations extérieures de Sony Europe. Donc Sony, c'est évidemment un constructeur très présent sur les téléviseurs HD. Je pense que vous êtes clairement dans une situation d'innovation. On a beaucoup parlé de la HD, on n'a pas beaucoup parlé de l'Ultra HD. De votre point de vue, du point de vue constructeur, quelles sont les opportunités qui sont liées évidemment à la HD, mais aussi à d'autres évolutions technologiques? Alors moi, je ne vais pas faire comme Alexandre Laferrière, je ne vais pas me plaindre de passer en dernier, parce que finalement, ça est assez confortable, tout a été dit et très bien dit. Vous m'avez vu opiner du chef à de nombreuses reprises, notamment sur les commentaires de Christophe et Arnaud. Et je vais répondre à votre question, mais d'abord, je vais faire comme Alain Veil, je vais vous dire un peu ce que je pense du succès de la TNT, avant même de parler de ultra haute définition. Je vais donc juste enfoncer le clou sur le fait que la TNT en France est un formidable succès, à la fois culturel, économique et technologique, qui a impliqué tous les acteurs pour arriver finalement à un paysage qui est assez unique en Europe, où nous avons, ça a été dit maintes reprises, je le répète, une télévision de qualité, de très bonne qualité, gratuite, anonyme. Le débat sur la protection des données personnelles est effectivement très important. Et c'est un succès qui est, comme le disait Christophe, qui est amené à évoluer. Pourquoi brider, pourquoi hypothéquer l'avenir de la TNT en supprimant ce qui est sa ressource nécessaire? C'est un peu la question que se posent les industriels. Nous sommes également très proches des téléspectateurs, des consommateurs, qui sont consommateurs de la TNT. On a bien vu que la consommation, pardonnez-moi le terme, de TNT est stable, alors que les autres usages progressent. Ça veut dire qu'il y a du multi-usage, mais il n'y a pas d'érosion vis-à-vis de la télévision hertzienne. Et puis, depuis des années, nous avons équipé les foyers avec des téléviseurs qui, certes, étaient plats, c'était le premier effet waouh, mais qui délivrent aujourd'hui, qui restituent une image de très haute qualité et pour 70% des foyers, une image haute définition. Ils ont la capacité à recevoir cette image haute définition. Donc nous sommes totalement convaincus que le standard de l'avenir, c'est au moins la haute définition. Et nous ne voyons pas pourquoi la TNT ne pourrait pas évoluer dans son intégralité, ou pas au choix des éditeurs, vers cette haute définition. Et tout choix technologique qui opérerait cette capacité d'évolution nous semblerait assez désastreux. Et puis il y a l'étape suivante. Alors, avant de passer à l'étape suivante, il va falloir régler un certain nombre de problèmes. Le passage au MPEG 4, au tout MPEG 4, donc l'extinction du MPEG 2, qui sera effectivement un petit peu compliqué parce que nous avons continué à vendre des téléviseurs MPEG 2. Donc là, il va falloir accompagner ce mouvement. Mais on a très bien su le faire pour passer de l'analogique au numérique. Donc on peut s'inspirer de ce qui a été fait. Et puis, il va falloir adopter des technologies qui sont plus efficaces pour le transport du signal. On a parlé du DVB-T2, l'encapsulage des contenus, le HEVC. Aujourd'hui, le DVB-T2 est disponible. Il est utilisé en Angleterre notamment, donc c'est une technologie que nous pouvons demain introduire sur le marché français. Le HEVC, c'est un petit peu plus récent, il y a encore un petit peu de réglage à faire, mais on en est proche. Et tout ça pour faire quoi? Évidemment de la haute définition, et nous regardons déjà un cran plus loin, qui est l'ultra haute définition, ce qu'on appelle le 4K au cinéma. Alors l'entreprise que je représente, Sony, nous sommes très impliqués sur l'ultra haute définition, à tous les maillons de la chaîne, de bout à bout. À la fois au niveau de la production cinématographique, à la captation d'images pour les chaînes de télévision, à la post-production. Nous travaillons au sein de la Blue Disc Association, alors là on n'est plus dans le broadcast, mais pour délivrer un standard de fixation de la très haute définition. Et c'est là où nous ne sommes pas dans le rêve, c'est que nous commercialisons dès aujourd'hui des téléviseurs ultra haute définition, ce que nous appelons nous les téléviseurs 4K. Ils sont disponibles en magasin. Donc on n'est pas dans le rêve. Nous sommes en train d'initialiser le parc. Alors évidemment, c'est encore modeste. Ce ne sont que quelques milliers de pièces qui seront vendues en France et quelques dizaines, voire centaines de milliers de pièces dans le monde. Mais au moins, l'objectif est très clair pour les industriels. Le téléspectateur est avide de qualité d'image. Il a adopté la haute définition. Il reconnaît, lorsqu'on lui montre, la qualité de la très haute définition avec cet effet d'immersion dans l'image de qualité absolument extraordinaire. Et nous allons lui donner les moyens d'accéder à cette qualité. Alors, tout est dans le calendrier, on l'a déjà dit.
Tout est affaire de calendrier et de gestion intelligente du passage de l'un à l'autre. Alors, je le dis d'autant plus volontiers que des grands industriels comme Sony, mais nous ne sommes pas les seuls, nous sommes également très impliqués dans la téléphonie et nous sommes très intéressés par le très haut débit mobile. Mais nous disons, tout le monde peut y retrouver son intérêt dès lors que les choses sont faites sans arbitrage définitif, immédiat et, je dirais, brutal, mais dans un calendrier géré où les choses se font de telle manière que les technologies permettent à ce que tout le monde soit servi. Donc c'est ça qui est important. C'est de réunir tout le monde autour d'une table, de regarder quels sont les calendriers en termes de technologie. Vous savez, les industriels sont un peu bêtes. On a juste besoin qu'on nous dise quand faire les choses. Les technologies sont disponibles, on a juste besoin d'un peu de temps pour introduire les technologies sur le marché. Mais une fois qu'on a le calendrier, tout est possible. Et encore une fois, il nous semble que l'avenir de la télévision hertzienne en France, c'est plus de programmes, plus de qualité, voire même, dans nos rêves les plus fous, de l'ultra haute définition, en tout cas pour certains programmes, certaines chaînes. Merci beaucoup. Alors avant de passer aux questions de la salle, j'avais une question, parce on dit tous que le calendrier, c'est la question centrale. Je voulais me retourner vers Emmanuel Gabla et Françoise Benamou pour leur poser une question, la même question en fait à tous les deux. C'est quoi ce calendrier idéal si on pouvait le dessiner ? Quel serait ce calendrier idéal ? Alors, je crois qu'on le dit là de tous les intervenants ce matin. Le maître mot, c'est la concertation. Et donc, il y a un point que je n'ai pas encore évoqué dans ma première intervention, c'est qu'il faut analyser les choses à fond. Nous avons des fréquences en nombre limité, et le CSA a décidé de lancer très prochainement une consultation publique sur ces questions-là. Une question plus précise qui est quelle utilisation on va faire des fréquences qui sont disponibles dès aujourd'hui. On a une demande d'une chaîne, d'un groupe pour lancer une nouvelle chaîne. Donc on fait une consultation publique et on élargira cette consultation pour traiter justement de quel futur pour la plateforme hertzienne terrestre et quels développements technologiques sont nécessaires et du coup dans quel calendrier c'est faisable. Donc je ne veux pas vous dire quelque chose ex abrupto parce que j'aurais une visite révélée un soir, mais ce qui est clair, c'est qu'un calendrier trop rapproché de quelques années, de 3 ou 4 ans, n'est pas quelque chose qui permettra justement à l'ensemble des secteurs de pouvoir profiter de ces avancées technologiques. Il faut le temps. Il y a un mauvais calendrier, autrement dit, qui serait de démarrer tel que ça a été écrit dans la presse autour de 2017. C'est trop rapide, c'est ce que vous dites. 2017, c'est très rapide. On vous a dit tout à l'heure, il faut introduire des nouvelles normes. Et pour introduire ces nouvelles normes de compression ou de diffusion, il va falloir à un moment ou un autre que les Français se rééquipent. Et ça, c'est vraiment un passage qui est bloquant en termes de temps. Il faut laisser aux Français le temps d'acheter des équipements. On l'a vu, on parlait tout à l'heure du MPEG 2. Il faudra à un moment éteindre le MPEG 2. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a lancé un maximum de services qu'on peut recevoir qu'avec la norme MPEG 4. Lancer des chaînes à haute définition, les 6 chaînes de décembre dernier, en MPEG 4, en HD, c'est pour que les gens achètent aussi des adaptateurs MPEG 4, ce qui fait que ça facilitera l'extinction du MPEG 2. Donc il y a besoin de temps. Alors, il faut préparer tout ça et faire en sorte que les délais ne soient pas non plus des délais incompressibles. Il faut y aller de manière volontariste, mais réaliste. Françoise Benamou. Oui, j'aime pas la langue de bois, mais en l'occurrence, c'est très difficile de répondre à une question comme celle-là, parce que la première des choses à faire, c'est d'identifier l'ensemble des questions qui se posent, que ce soit des questions, comme je disais tout à l'heure, financières et technologiques, de les mettre sur la table, d'avoir des groupes de travail et d'avancer avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Ce sera d'ailleurs sans doute aussi une occasion de coopération entre l'ARCEP et le CSA. C'est un peu pour ça que je vous posais la question à tous les deux, d'ailleurs. C'est un premier test. Alors d'abord, je voudrais remercier nos intervenants parce qu'on a le temps de parler avec la salle dans les délais raisonnables. Une question, merci de vous identifier. Merci de ne pas poser de questions sur la régulation parce que c'était la table ronde précédente. Donc voilà. Le micro arrive. Voilà, c'est monsieur. Donc merci de vous identifier, s'il vous plaît.
Donc, Jacques Ruttmann, président de l'association La Chaîne du Patrimoine, porte-parole du comité de soutien pour la création d'une chaîne de télévision nationale de service public sur la TNT et pour laquelle M. Gabla est assez informé, le CSA. Donc, nous souhaitons la création d'une chaîne de service public qui, sous le précédent régime, a été refusée puisque le CSA, chargé d'attribuer 6 canaux à des chaînes privées, avait questionné le Premier ministre et le gouvernement si l'un de ces canaux pouvait être attribué à une chaîne de service public, ce qui a été refusé. D'autre part, avant de lui poser un témoignage, le CSA a toujours eu une oreille comment dirais-je, de bien bonne volonté face à ce projet. Nous avons même été auditionnés dans le cadre des 6 chaînes attribuées à des chaînes privées, tout en sachant qu'aucune ne pouvait nous être attribuée, mais pour nous donner un coup de pouce. Donc, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui, lorsqu'il était candidat, a bien voulu nous apporter... Est-ce que vous pouvez en venir à votre question? Oui, je termine par cette chose importante. A bien voulu nous apporter par écrit ses encouragements. Et donc, ma question vers le CSA, est-ce que dans le cadre des remaniements, des créneaux seront disponibles si les pouvoirs publics veulent enfin créer une chaîne de service public pour le plus grand nombre? On m'a donné naturellement le micro, donc je vais répondre. C'est un projet qui existe depuis de nombreuses années, qui a de nombreux soutiens, mais comme vous l'indiquez, qui est un projet d'essence publique. Et a priori, c'est un projet qui pourrait se développer sur financement public et qui nécessiterait une décision de la part du gouvernement de préempter des fréquences. Décision qui est dans les mains du gouvernement. Il saisit après le Conseil supérieur de l'audiovisuel au nom de l'article 26 de notre loi de 86, mais c'est pas le CSA qui est habilité à décider sur ces questions-là. Donc je me permettrai peut-être tout à l'heure de transmettre la question à Madame la Ministre, mais je ne suis pas en mesure de répondre à ce type de questions. Oui, bonjour. Une autre question? Question au balcon. Oui, bonjour, Philippe Ranchet, je suis journaliste pour le magazine Écran Total. À vous entendre, effectivement, on a parlé de calendrier, mais j'ai l'impression, j'aimerais avoir le sentiment des intervenants de la table ronde, que la messe est dite. C'est-à-dire que pour l'instant, on est sur l'idée d'une décision de principe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que, d'après vous, ça y est, je dirais, c'est une question de temps, mais la décision est prise, ou est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre? Juste une petite remarque aussi, dans l'audiovisuel, je sais qu'il y a toujours une partie de professionnels qui sont dans l'ombre, mais au balcon, on aimerait bien avoir un peu de lumière, si c'est possible. C'est vrai qu'on a du mal à vous voir, en tout cas de là où nous sommes. Emmanuel Gabla. Bon, si vous voulez nous répondre. Je crois qu'il y a eu des réunions interministérielles qui ont acté un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a un mouvement qui d'ailleurs n'est pas, comme l'a rappelé Françoise Benhamou, n'est pas un mouvement français uniquement. Cette question d'octroyer la bande des 700 MHz également au secteur télécom vient d'une décision d'une organisation intergouvernementale, l'UIT, parce que les différents pays de cette zone ont estimé qu'il était nécessaire. Par exemple, les pays africains ont besoin de ces fréquences-là pour le développement économique de leur pays. Donc il n'est pas absurde que la réflexion soit posée. Après, chaque pays est libre de prendre cette décision. Nous sommes par ailleurs quand même au sein d'une Union européenne et il y a des discussions qui se passent au sein de l'Union européenne pour, dans ce secteur-là comme dans d'autres, essayer d'aboutir à des décisions communes. Comme on l'a fait pour le premier dividende, l'Union européenne a décidé à un moment que le premier dividende, l'Union européenne, c'est pas la Commission européenne, l'Union européenne, c'est-à-dire les États membres, les gouvernements ont décidé ensemble que cette bande de fréquence serait octroyée au secteur télécom. Les discussions ont lieu pour l'instant au niveau communautaire, il n'y a pas encore de décision prise. Nous, tout ce que nous disons, c'est que si cette bande devait aller au télécom, il y a besoin d'un calendrier très précis et on essaye de l'étayer par ce qu'on expliquait tout à l'heure et la consultation publique que le CSA va lancer générale sur l'avenir de cette plateforme apportera encore certainement des réponses et des témoignages de l'ensemble des acteurs qui seront très pertinents et qui pourront être pris en compte par l'ensemble des décideurs. Merci. Je crois qu'il y avait une question au premier rang. Bénédicte Lesage, productrice SPI.
J'aurais aimé, par rapport à la question de quelle TNT pour demain, qu'on place un peu plus le citoyen au-delà d'un consommateur qui va acheter une nouvelle télé, qui va hyper consommer de l'image, qui va consommer de la fréquence. On est aujourd'hui beaucoup dans la discussion depuis ce matin sur ce territoire-là, et je pense qu'on oublie quand même qu'au-delà de ces consommateurs, au-delà de ces gens qui payent des abonnements, on a des citoyens dans un monde qui aujourd'hui est un monde en crise, qui est un monde difficile, qui est un monde mondialisé, et que le contenu de ce qu'on va offrir aux citoyens est la chose vraiment prioritaire dans la réflexion de ce que c'est qu'une démocratie, que ce que c'est qu'une pensée, de ce que c'est que l'humain, de la rencontre avec l'autre, la diversité. Et voilà, je voulais soumettre à tous les gens autour de cette table, qui d'ailleurs n'est pas vraiment une table, on a l'impression que on a un peu tout le monde un peu en randonnion et on n'est pas beaucoup encore dans le dialogue. Chacun étant avec son petit panier de courses légitime parfois, où on peut être d'accord ou pas d'accord. Mais je pense que, si on ne garde pas, parce que l'exception culturelle, le sens profond de l'exception culturelle, c'est quand même le sens de ce qu'on offre aux citoyens, et qu'il est primordial de ne pas oublier qu'avant toutes les questions d'attribution de fréquence, de ce que c'est que la TNT, c'est qu'est-ce qu'on propose aux citoyens qui lui permet d'être un citoyen avec les armes pour penser notre monde de demain. Alors il y a plusieurs réponses autour de la table virtuelle, mais si on s'était assis en rond, je ne suis pas sûr que tout le monde nous aurait vu. Emmanuel Gabla. Mais les autres participants auront certainement les réponses aussi. Enfin, du côté du CSA, je crois que les actions prises ces derniers temps sont très claires. Lorsqu'on a lancé un appel à candidature il y a 2 ans, nous avons dit que nous souhaitons sélectionner des chaînes de complément. Ces chaînes sont des chaînes qui apportent un plus aux téléspectateurs. Il y a une chaîne qui est consacrée à la fiction au cinéma, qui doit développer de nouvelles écritures. Il y en a qui sont consacrés autour d'une écoute plus familiale, de façon à recréer du lien familial au sein des familles, en tout cas y contribuer. Vous avez parlé de diversité. Il y a une chaîne qui est justement dont l'ADN est de représenter cette diversité de la société française. Il y a une autre chaîne dont l'ADN est aussi de donner aux femmes peut-être la place qu'elles n'ont pas toujours eu jusqu'à présent. Donc il y a vraiment plein de chaînes. Une chaîne documentaire, quelque chose qui était relativement absent de notre paysage audiovisuel français, en quantité par rapport aux autres pays. Donc on a bien une volonté d'offrir des programmes qui puissent contenter l'ensemble de la population et qui aident le citoyen certainement à s'éduquer ou à s'ouvrir, sans doute. Martin Ajari. Juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, il y a un enjeu de long terme qui est le rôle de la plateforme TNT dans la régulation et savoir ce qu'on met à la place si un jour ça devait s'effacer. Mais là, c'est toutes les obligations, les financeurs historiques de la création patrimoniale, audiovisuelle, TF1, M6, le service public en premier lieu, évidemment, qui repose quand même largement sur ce socle fédérateur. C'est vraiment une question de long terme. Je ne pense pas qu'elle soit forcément posée aujourd'hui, mais il faut l'avoir en ligne de mire pour le long terme. À court terme, on a un enjeu d'amélioration de l'offre quantitative, je pense que personne, en tout cas en termes de nombre de chaînes, n'y pense. Il y a en termes de services, par contre, d'attractivité, de services à la demande, y compris à travers la plateforme TNT, pour la crédibiliser, pour la généraliser, c'est évidemment un sujet. Et puis, après, on peut quand même voir, c'est vrai que, alors pour essayer de répondre un petit peu à deux intervenants, sur le patrimoine, le service public offre beaucoup de patrimoine. Aujourd'hui, il n'est pas en HD. En HD, on a effectivement le soir, dans la journée, de l'info en continu, de la télé-réalité sur des chaînes qui la proposent en grande masse. Je ne suis pas sûr que le choix de la qualité à travers ces émissions soit plus porteur pour le citoyen qu'une qualité HD à travers du documentaire, du spectacle vivant tel que nous pouvons le proposer. Voilà. Donc il faut arriver à améliorer à court terme ce qui se présente. Il y a un enjeu de moyen terme qui est la planification à 5-6 ans, où là, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur en tout cas les questions qui se posent sur les calibrages de dates, moins. Et il faut qu'on voit d'ici à entre 2017 et 2020 ce qui se passe. Et il faut vraiment que tout le monde puisse en parler, y compris sur le terrain, comme on dit. C'est simplement qu'est-ce qui va se passer sur le terrain. Ça, il faut qu'on puisse également le partager. Et puis il y a le long terme, qui est un enjeu de régulation plus général. Oui, Bénédicte, c'est un peu le sens de ma remarque tout à l'heure aussi, c'était de dire on ne peut pas tout mettre sur le plan technologique. Il faut faire attention, parce que quand je dis qu'avec, à force de on a déployé une force herculéenne à vouloir faire démarrer la TNT 4 mois plus tôt,
Et résultat, on a, ce que je disais tout à l'heure, on a collectivement, je pense, entre guillemets, gaspillé 200 millions d'euros qui n'ont pas été dans les programmes et donc par définition pas non plus dans le financement de la création. Et il faut faire attention pour l'avenir à ne pas faire le même type d'erreur. Même quand on parle de HD, il faut voir que c'est quand même un surcoût qui est compris entre, je dirais, 3 et 7 millions d'euros à norme équivalente, et puis peut-être même 10 à terme. Et c'est aussi pour ça que je disais qu'il faut un retour financier pour la filière en cas de dividende numérique, de façon à pouvoir alléger nos charges et nos taxes et nos obligations qui sont en augmentation, et mieux financer la création. Oui, moi je voulais ajouter sur la question du consommateur. Elle est quand même en arrière-plan de tous ces débats. C'est-à-dire que la qualité des réseaux, c'est aussi une condition de la qualité de la réception des programmes. Quand on évoque l'importance de la TNT du point de vue de deux caractéristiques qui sont absolument essentielles, qui sont la gratuité et l'anonymat, c'est vrai que là aussi on pense à l'usager, et c'est vrai que quand on évoque aussi tout ce qui est en arrière-plan de nos discussions, c'est-à-dire la question de l'innovation, qu'elle soit technologique, qu'elle soit dans les modèles économiques ou qu'elle soit dans les programmes, bien voilà, on est au plus près des préoccupations d'un téléspectateur. Juste pour terminer un petit peu, juste quand même pour rappeler, je suis d'accord avec vous, madame, il y a une question, si je puis dire, de qualité de l'offre, mais dans la qualité de l'offre, il y a des notions patrimoniales, puis il y a aussi des notions de divertissement. La TNT propose plusieurs services, quelque part, chaque chaîne ayant sa spécificité. Donc c'est une offre qui doit être plurielle et extrêmement diverse. Pour ce qui est de la TNT et son succès, je voudrais comme rappeler, si on l'a commencé en 2005 avec une norme qu'on appelait MPEG 2, tout le monde la critique, mais c'est facile, c'est quand même ce qui a permis son succès. Tout le monde a oublié pourquoi le MPEG 2. Je le rappelle quand même. C'est parce que c'était disponible et très bon marché. Et c'est parce que c'était disponible en quantité et très bon marché que nous avons eu une excellente vitesse d'initialisation de la TNT. Il ne faut pas oublier ce critère. C'était peut-être pas la solution idéale, mais c'était la bonne solution au moment en question. Gardez ça en tête. Et ensuite, quand on parle du téléspectateur, ce que j'évoquais tout à l'heure, le téléspectateur, on lui a demandé à passer en haute définition. D'ailleurs, certains ont été tellement pressés pour la haute définition qu'ils sont passés en haute définition dès 2008. Dont acte, c'était leur demande. Après, ils se disent, ça me coûte cher en simulcast. Nul n'est obligé de faire de la haute définition. Le CSA, se faire de ma part, ne contraint personne à prendre des fréquences supplémentaires. Il l'autorise, mais il ne le contraint pas. Donc, il faut écouter ceux qui demandent à aller quelque part vers plus de qualité, peut-être plus de chaînes. Pour ma part, je pense effectivement que l'offre commence à prendre toute sa cohérence, que maintenant on regarde comment optimiser tout ça. Optimiser, c'est peut-être plus de services interactifs, c'est optimiser le service délivré, donc haute définition par rapport aux écrans dont sont effectivement équipés les téléspectateurs. Ça s'appelle de la cohérence. On ne peut pas demander aux gens de s'équiper avec des écrans en haute définition et leur livrer dessus des signaux en simple définition. L'attente du téléspectateur, si on les sondait ce matin, je suis certain de savoir quelle serait leur réponse. Donc soyons cohérents. Ensuite, si certains ne souhaitent pas passer en haute définition, je ne pense pas qu'ils y soient contraints. À date, des acteurs qui ont été moteurs pour la TNT et qui donc à l'époque étaient contraints d'émettre en simple définition, demandent aujourd'hui, parce que le marché le permet, de passer en haute définition. C'est une demande que j'estime naturelle, légitime et qui va dans l'intérêt des téléspectateurs. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question à ça? Je crois qu'il y a une question au milieu. Donc, le micro va devoir se balader dans le rang. Merci. Allô? Allô? Oui. Bonjour, Michel Lamarque, je suis patron d'une chaîne locale à Bayonne. Je constate qu'il faut 300 employés pour monter sur l'estrade et je vais parler au nom des 1000 employés des chaînes de télévision locales en France. Alors, qu'est-ce que c'est la télévision locale dont on nous avait dit que la TNT allait être le miracle? Les télévisions locales, c'est pas une maladie. Les télévisions locales, c'est un secteur économique. Les télévisions locales, c'est un intérêt de visionnage. Je vous rappelle que dans la presse, la PQR fait toujours 3 fois plus de lecteurs que la PQN. La chose locale, c'est un intérêt de visionnage majeur. C'est un intérêt pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Aujourd'hui, quand on regarde des grandes chaînes, on peut passer 5 heures de suite à New York, avec un paysage new-yorkais, des plaques d'immatriculation new-yorkaises, des codes où on appelle le président d'un tribunal votre honneur et pas monsieur le président. Est-ce que c'est ça la TNT? Est-ce que c'est ça la télévision française? Alors je dirais que la TNT a été longtemps poétiquement présentée comme un espoir pour les télévisions locales.
On s'est fait balader jusqu'à la spoliation d'un élément fondamental de nos fonds de commerce et de Jamais Grichon, c'est-à-dire notre numérotation logique. Nous avons été spoliés avec la complicité ou sur la volonté de l'État ou de l'autorité de régulation. C'est absolument scandaleux. Et on n'est même pas invité à l'estrade. Alors tout ça, c'est du passé. Il reste un intérêt de lecture. La télévision locale n'est pas une maladie, c'est au contraire un espoir de diversité pour le téléspectateur, un espoir de diversité des programmes, de diversité des acteurs, de diversité du type d'image donnée à nos enfants et finalement de cohésion de la société française. Et je souhaiterais simplement que dans les futures évolutions de la TNT, puisque là on a surtout parlé de technique, on n'oublie pas les télévisions locales, leur mission, leur rôle, et en particulier en gardant les multiplexes géolocalisés, entre guillemets, qui ne soient pas en SFN au plan national, en gardant un accès facile et peu coûteux pour les chaînes de télévision locales, on gardera un de ces éléments nécessaires à notre exception culturelle, qui est aussi l'exception de notre territoire. Je vous remercie. Merci. Une dernière question. Je crois que j'ai vu un bras. Voilà, Joël Vierzel. Si on peut donner un micro. Donc en général, Joël Vierzel, tu poses toujours la première question, donc là tu vas poser la dernière question. Ce qui est beaucoup plus difficile, donc je me mets des challenges extraordinaires. Non, pour une fois, plus qu'une question, c'est une réflexion après avoir entendu Martin Adjari réclamer à corps et à cri la HD pour les chaînes de France Télévisions. Je voulais rappeler quand même que l'État avait la possibilité de faire une préemption pour des canaux HD pour France Télévisions et que ça n'a pas été fait et que ça n'a pas été réclamé à corps et à cri. À l'époque, aujourd'hui, il y a l'ensemble des 5 nouvelles chaînes HD de la TNT qui font ensemble 2% de part de marché, 2 ou 3% de part de marché. France 3 fait encore près de 10% de part de marché. Que France 3, chaîne nationale, ne soit pas diffusée en TNT HD, c'est une aberration. Donc aujourd'hui, vous le réclamez, mais à l'époque, c'était une question de sous. Voilà. Martin ? Oui, enfin, on a un dialogue avec notre actionnaire et les pouvoirs publics qui ne passe pas forcément par voie de presse, donc parfois il nous arrive de discuter. Et c'était le cas à l'époque où la question s'est posée. Ensuite, pour des raisons techniques, nous sommes en train d'installer des régies finales qui seront en service en 2014. Donc c'est pour ça que le calendrier, qui n'était pas forcément le même il y a 3 ans, aujourd'hui, il se prête bien à une généralisation de l'HD. Pour France 3, je suis entièrement d'accord. Le sens de mon propos, c'est bien que, y compris dans l'offre actuelle, on voit en HD des offres dont le contenu requiert moins, en tout cas justifie moins cette norme que le service public, notamment sur France 3, pourrait le faire. Merci. Merci à tous pour votre participation. Donc merci à nos intervenants. Je crois qu'on a bien compris que le calendrier de déploiement était vraiment la question clé. Donc je pense que ça va faire l'objet de débats très proches. Merci au public, merci aussi aux équipes de la DGMIC et d'INA Expert. Je crois que les débats reprennent à 14h15. Donc merci d'être ponctuel au rendez-vous et on parlera de financement notamment et donc d'argent. Merci à tous.